Sur les conséquences, aussi un certain nombre d'éléments au fond, parce que je pense que c'est l'occasion de peut-être rappeler un certain nombre d'éléments au fond dans ce débat. Tout d'abord, vous avez eu raison de le dire, les éléments tendant à métropoliser ont été amorcés avant la loi MAPTAM et la loi NOTRe. Je vous en donne le crédit. Il n'en demeure pas moins que ces lois ont été soutenues par une majorité que vous souteniez aussi. C'est un fait. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans un long continuum de ce côté-là. Je pense qu'il y a une vision assez claire de ce que j'appellerais la technostructure, sans être désobligeant pour qui que ce soit, c'est-à-dire une vision propre à un certain nombre de la haute fonction publique française, pensant que il est sans doute nécessaire de rationaliser nos histoires d'élus, qui paraissent un peu folkloriques vu de Paris, il faut dire les choses. Tous ces échelons qui se cumulent, ces débats interminables, ces consommations de budget excessives, bref, c'est ce qu'on vit en ce moment en fait. Mais ce qu'on vit en ce moment n'est que l'atterrissage d'un long processus qui s'est enclenché il y a déjà de nombreuses années. Derrière tout ça, bien évidemment, je souscris à ce qu'a dit Hervé Gillet, il y a une forme de désamour entre les élus aujourd'hui et le pouvoir central. Alors je ne voudrais pas réduire le débat métropolitain à un problème de cœur, mais on sent bien qu'aujourd'hui, la confiance est considérablement émoussée. Et elle l'est parce que l'action des élus locaux est très souvent, et depuis quelques mois, pointée comme étant une action non rationnelle, dispendieuse, etc., etc. Et que tout cela crée évidemment du malaise. Tout cela crée aussi du malaise parce que nous avons considérablement été impactés par les dernières réformes. On est encore en train de les digérer. Et donc, on est dans un climat qui, aujourd'hui, disons les choses, n'encourage pas la sérénité des débats. Mais je reviendrai sur cette question parce que je pense qu'il aurait pu y avoir un débat intéressant autour de cette question si on s'y était pris un peu différemment. Chacun a évidemment en son temps dénoncé le retrait ou les baisses budgétaires de l'État. Je n'ai pas vu ici beaucoup de compteurs devant l'institution départementale lorsque 85 millions d'euros ont été rayés d'un trait de plume par une majorité à laquelle que vous souteniez. Mais bon, je rappelle juste ça pour mémoire. La baisse des dotations, c'est aussi un élément important dans cette méfiance qui s'est établie par rapport à l'État. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la question de la métropolisation nous questionne? Parce que la méthode employée est assurément, de notre point de vue, pas la bonne. Si on veut co-construire, il faut au moins discuter, il faut dialoguer. On ne peut pas imaginer que sur une question aussi importante que celle-là, on invite au repas de mariage seulement un des deux conjoints. Il faut que les deux parties soient présentes, qu'elles puissent mettre sur la table la réalité de leurs relations, qui sont d'ailleurs différentes d'un espace métropolitain à l'autre, hein, parce que les liens tissés avec les départements ne sont pas les mêmes, et donc on puisse avoir une forme de consentement entre les parties en présence. Or, ce qui nous est présenté, ce n'est pas ça. Et de ce point de vue, la méthode, et je le dis très clairement, est inacceptable. Elle est inacceptable parce que si nous sommes dans une république décentralisée, il est totalement inacceptable de ne pas convier l'ensemble des parties à discuter de ces éléments. D'ailleurs, sur d'autres processus précédents, les dialogues ont eu lieu. Moi, je n'ai jamais noté de la part du président de la métropole une volonté impérialiste d'absorber le département. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai ressenti, au moins sur le débat que nous avons eu au moment où il a fallu transférer un certain nombre de compétences. Nous sommes donc d'ailleurs partis sur une hypothèse à minima plutôt, hein, qui était celle qui avait été qui était le choix des deux parties. De la même façon, la Gironde n'est pas le Rhône. Bon, ça, vous l'avez rappelé, un certain nombre de collègues l'ont rappelé. Le Rhône est un cas très spécifique. Alors, je sais que dès qu'on dit que c'est spécifique, on a l'impression de tirer cette spécificité ou cette particularité pour expliquer qu'elle devrait nous empêcher de réfléchir à. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est une réalité géographique.
le Rhône n'est pas la Gironde. Le président de la métropole a d'ailleurs rappelé qu'il n'avait pas été demandeur de cette réforme. Alors après, le débat aura lieu, j'imagine aussi, parce que dans cette enceinte, il y a déjà un débat qui s'est noué entre des collègues, j'ai dit des colloques, j'allais dire, c'est presque ça, mais pas encore, mais entre des collègues de la métropole, et c'est heureux que vous puissiez discuter entre vous ici de ces questions, parce que je pense qu'elles seront aussi au cœur du réaménagement ou de la gouvernance qui vous est proposée dans ce schéma. Ce n'est pas simplement une espèce de coquetterie juridique que d'envisager que demain, une collectivité de plein exercice puisse être présidée par un membre qui ne soit plus un maire de cet établissement. Et que donc l'aménagement ou le réaménagement de gouvernance est aussi au cœur de cette démarche. Donc ça veut dire qu'aussi au niveau métropolitain, quand je vois d'éminents collègues qui sont vice-présidents de la métropole, j'imagine que ce débat, vous l'aurez entre vous. Les débats de gouvernance ne sont jamais des débats neutres parce que ce sont des débats qui sont importants pour la suite. Et chaque chose en son temps, j'imagine que ça viendra. Hein, bien sûr, je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas le cas. Sur les logiques d'opposition entre le département et la métropole, moi j'ai toujours été, et je pense que c'est au moins un point sur lequel on peut être d'accord, peu sensible, ou en tout cas peu favorable à l'opposition systématique entre le rural et l'urbain. D'abord parce qu'on construit de la simplification et ensuite parce qu'il vaut mieux tisser des liens de coopération qui soient des liens utiles. Et une des questions qui aujourd'hui, de mon point de vue, n'apparaît pas dans ce débat sur lequel on est amené à échanger les uns avec les autres, c'est la question aussi du service délivré aux usagers. Parce qu'en fait, nos collectivités, au-delà des logiques d'aménagement, de gouvernance, de responsabilité partagée, de compétences transférées, elles produisent quand même normalement un service, et un service public. Et j'aimerais que l'usager soit aussi au cœur de cette démarche. Il y a sans doute des domaines sur lesquels il est possible de moderniser l'action publique territoriale, parce qu'effectivement, peut-être les séparations ne sont pas aussi claires que ça. En tout cas, pour un certain nombre de nos compatriotes, ça devient aussi compliqué, faut dire les choses. Et puis, il y a d'autres domaines sur lesquels peut-être la situation est optimale. Donc, on ne peut pas, sur un débat comme celui-là, faire ou s'affranchir, de mon point de vue, de cette démarche qui consiste à évaluer finalement ce que ce nouveau système pourrait nous amener à délivrer, ou en tout cas, quelle est l'efficience contenue à l'intérieur de ce qui est proposé. La nécessité de renforcer l'action publique locale, de la co-construire, ne passe pas nécessairement par une intégration. Vous l'avez redit. On peut très bien être amené à contractualiser sur des objectifs très clairs. On l'a fait sur le territoire dont je suis maire, pour pouvoir offrir un service public plus lisible et donc travailler ensemble sur ces questions. Donc l'intégration ou la fusion n'est pas la seule possibilité de travailler, et heureusement, il y a plein d'autres possibilités pour pouvoir faire en sorte que les liens entre la métropole et le département puissent être efficients. En fait, dans ce débat, la grande question qui est devant nous, c'est bien de savoir comment on peut globalement, au niveau départemental, et c'est le cas, profiter de la dynamique de l'attractivité métropolitaine, tout en maintenant un niveau de péréquation suffisant sur l'ensemble du territoire girondin. Et moi, je vais même plus loin. Je milite, je travaille au sein de l'Association des petites villes de France. Je pense que nous ne ferons pas, au-delà du débat auquel nous sommes soumis aujourd'hui, nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion sur la péréquation horizontale métropole-département. Alors, est-ce que c'est le 1% métropolitain? Je ne sais pas si c'est... Voilà. Mais on ne fera pas cette économie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de concentration qui a été décrit et très bien décrit par l'ensemble des intervenants, qui font qu'il sera nécessaire, et il est nécessaire, de corriger les relations qu'on peut entretenir entre une métropole
créatrice d'activités, et c'est une bonne chose pour le département de la Gironde que la métropole soit attractive, parce que cette économie de la renommée, comme un économiste récemment parlait d'économie de la renommée, cette économie de la renommée, elle profite à la Gironde aussi. Donc ça, c'est un point positif. Mais on ne fera pas, à l'inverse, l'économie de réfléchir. Alors, on a profité des DMTO. Le département de la Gironde profite de l'attractivité métropolitaine. Mais à côté de ça, il y a évidemment un certain nombre d'éléments correctifs qui s'imposeront à nous parce que les réalités nous rattraperont. Donc, Monsieur le Président, pour vous dire au terme de ces quelques éléments que, conformément à ce qui a été la position du groupe et la mienne, depuis le début de nos échanges sur ces questions, dans les rapports parfois compliqués, pour ne pas dire conflictuels avec l'État, conformément à la position défendue par Dominique Bussereau à l'Association des départements de France, je serai présent avec un certain nombre de collègues du groupe samedi matin, non pas dans un esprit belliqueux ou de conservatisme, mais dans un esprit qui consiste à rappeler à quel point le lien de proximité qui nous unit et à nos électeurs et aux personnes qui nous ont fait confiance est un lien important. Et vous redire, notamment par rapport à l'appel qui est lancé, qui est effectivement conforme à l'appel de Marseille, qu'on ne construira rien de moderne, si c'était une pseudo-modernité, si on casse ce lien extrêmement fort qui existe entre les communes et leurs administrés. Moi, j'en suis persuadé. J'ai déjà dit dans cette enceinte, la commune demeure un élément central d'expression de la vitalité démocratique dans ce pays. Et notre République a été fondée sur les communes. Il faut qu'à un moment donné, cette distorsion qu'on voit poindre aujourd'hui entre l'exercice des compétences transférées à des EPCI et la légitimité démocratique de base, il faut qu'il y ait un réel contrat et que ce modèle puisse perdurer, parce que je pense qu'il serait extrêmement préjudiciable pour le système démocratique français dans son ensemble de casser ce lien qui est un lien consubstantiel à la République, surtout dans des périodes où nous voyons poindre ici et là quelques risques de dérive extrême.